24 ans de règne. Saddam Hussein a dirigé l'Irak par les guerres, les attaques chimiques et les exécutions sommaires. Est-il réellement possible de justifier une guerre qui a englouti 2000 milliards de dollars et des milliers de vies sur la base d'un simple mirage géopolitique? Pourquoi la plus grande puissance mondiale s'est-elle enlisée dans un conflit urbain sanglant alors qu'elle promettait une victoire éclair et démocratique? Et surtout, après 8 ans de larmes, de sang et de cendres, l'Irak et le reste du monde sont-ils réellement plus en sécurité aujourd'hui qu'avant la chute de Saddam Hussein? Bienvenue sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des chapitres les plus sombres et les plus controversés de l'histoire moderne, la guerre d'Irak. De l'onde de choc du 11 septembre à la capture de Saddam dans son trou à rats, nous allons décortiquer les rouages d'un conflit qui a redéfini la face du monde. Préparez-vous, car on ne va pas seulement parler de dates, mais de la réalité brute du terrain. C'est une journée qui a changé le monde. Tout commence par un matin d'azur en septembre 2001. L'Amérique subit l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire. 3000 morts. Le monde bascule instantanément. George W. Bush, un mégaphone à la main sur les ruines encore fumantes du Ground Zero, promet que l'Amérique rendra les coups. Immédiatement, les États-Unis envahissent l'Afghanistan pour traquer Ben Laden, mais en coulisses, une autre cible est déjà dans le collimateur, l'Irak. Pourquoi l'Irak? Saddam Hussein est une vieille épine dans le pied de Washington. Dictateur impitoyable, il a gazé son peuple et envahi le Koweït en 1990. Après le 11 septembre, l'administration Bush se convainc que Saddam possède des armes de destruction massive ADM et des liens secrets avec Al-Qaïda. En 2002, Bush place l'Irak dans l'axe du mal. Malgré les doutes de la France ou de l'Allemagne et des manifestations mondiales réunissant 10 millions de personnes, le compte à rebours est lancé. Colin Powell se présente devant l'ONU avec un flacon de faux anthrax pour vendre l'invasion. Le 20 mars 2003, l'opération Liberté irakienne démarre par une campagne de choc et d'effroi. Des missiles Tomahawk illuminent le ciel de Bagdad comme un feu d'artifice apocalyptique. En 3 semaines seulement, le régime s'effondre. Les marines font tomber la statue de Saddam sur la place Firdo. L'image fait le tour du globe. Bush atterrit sur l'USS Abraham Lincoln sous une bannière « Mission accomplie ». C'était le 1er mai 2003. Tout semblait gagné. Pourtant, le chaos ne faisait que commencer. En surface, l'invasion initiale a été une démonstration de force militaire absolument époustouflante, une masterclass de guerre conventionnelle. 177 000 soldats ont balayé le désert en un temps record. Les chars Abrams ont réalisé des Thunder Runs légendaires, chargeant tête baissée dans les artères de Bagdad pour prouver que la capitale était prise. La supériorité technologique était totale. Mais regardez de plus près. Une fois le régime décapité, le pays sombre dans un vide sidérant. On voit des ministères pillés, des infrastructures électriques détruites et une police locale évaporée. L'armée américaine savait comment gagner la guerre, mais elle n'avait aucun plan concret pour gérer la paix. Paul Bremer arrive alors à la tête de la coalition et prend 2 décisions que l'histoire jugera catastrophiques, la débasification totale et la dissolution de l'armée irakienne. En un instant, 100 000 fonctionnaires qualifiés et des centaines de milliers de soldats entraînés se retrouvent sans emploi, sans solde et surtout avec leurs armes. L'Amérique vient de créer par erreur bureaucratique une armée d'hommes en colère, la résistance s'organise, les bombes artisanales, les fameux IED, deviennent le fléau quotidien des patrouilles américaines. Et puis, le choc moral, les photos d'Abu Ghraib fuitent en 2004, montrant des prisonniers humiliés. En surface, l'image de l'Amérique libératrice vole en éclats, remplacée par celle d'une force d'occupation perdue dans un labyrinthe urbain. Fallujah devient le symbole de cette brutalité, où les marines doivent reprendre la ville maison par maison, dans des combats d'une intensité inégalée depuis le Vietnam. Passons maintenant derrière le rideau de fer de la rhétorique officielle. À qui a vraiment profité ce carnage? En coulisses, la guerre d'Irak a été une mine d'or monumentale pour les contractuels privés. Des entreprises comme Halliburton, autrefois dirigées par le vice-président Dick Cheney, ont engrangé des milliards de dollars pour la logistique.
Des armées privées, comme Blackwater, ont pris en charge la sécurité des diplomates, opérant souvent dans une zone grise juridique où les bavures étaient fréquentes. Mais la question fondamentale demeure. L'intelligence était-elle simplement erronée ou délibérément manipulée? Aujourd'hui, nous savons que les inspecteurs de l'ONU n'avaient trouvé aucune preuve d'ADM. La menace a été gonflée pour justifier un agenda préétabli. Je suis disposé à faire des compromis douloureux pour parvenir à cette paix historique. Ce n'est pas facile pour moi. On a promis que la chute de Saddam stabiliserait la région. C'est tout l'inverse qui s'est produit. En coulisses, l'effondrement de l'État a ouvert une boîte de Pandore confessionnelle. Le Jordanien Abu Musab al-Zarqawi, un djihadiste d'une cruauté rare, a utilisé le chaos pour fonder Al-Qaïda en Irak. Sa stratégie, cibler délibérément la majorité chiite, opprimée sous Saddam, pour provoquer une réaction violente contre la minorité sunnite et forcer une guerre civile. En 2006, ces hommes font exploser le dôme d'or de la mosquée Al-Askari. C'est l'étincelle qui embrase le pays. L'Irak se fracture. Les milices chiites répondent par des escadrons de la mort systématiques. Bagdad devient un abattoir à ciel ouvert où les corps sont retrouvés chaque matin dans les rues. Pendant ce temps, l'Iran, le grand rival régional, observe avec une joie non dissimulée son voisin s'autodétruire. Téhéran étend son influence politique et religieuse sur les ruines laissées par l'oncle Sam. Le profit n'était donc pas seulement financier pour les industriels de l'armement, il était géopolitique pour les ennemis de l'Amérique qui n'ont même pas eu besoin de tirer un coup de feu pour voir leur influence croître. La guerre, décidée par une poignée d'idéologues à Washington, a fini par servir les intérêts de ceux qu'elle prétendait combattre. L'impact immédiat fut un virage stratégique désespéré, le Surge de 2007. Le président Bush envoie 20 000 troupes supplémentaires sous les ordres du général David Petraeus. La méthode change. Au lieu de rester dans des bases fortifiées, les soldats vivent au cœur des quartiers dangereux. Le prix est lourd. 2007 devient l'année la plus meurtrière de la guerre pour les forces américaines avec plus de 900 tués. Mais un miracle se produit, le réveil d'Anbar. Les tribus sunnites, écœurées par la barbarie d'Al-Qaïda, se retournent contre les djihadistes et s'allient aux Américains. La violence chute drastiquement. Saddam est exécuté par pendaison en 2006 et Obama retire finalement les dernières troupes en 2011. Mais parlons des chiffres réels qui pèsent sur l'avenir. Le coût humain est vertigineux. 4 487 soldats américains ont perdu la vie. Pour être précis sur la démographie de ces pertes, on compte environ 74% de blancs, 11% d'hispaniques, 9% de noirs et 2% d'asiatiques. Côté irakien, on estime à plus de 100 000 le nombre de civils tués, bien que certaines études parlent de chiffres bien supérieurs. Financièrement, la facture de 2000 milliards de dollars a creusé un trou béant dans l'économie américaine. Les répercussions futures: un vide sécuritaire qui a permis l'émergence fulgurante de l'État islamique, ISIS, en 2014, utilisant les tactiques apprises durant l'insurrection. La confiance du public envers les gouvernements occidentaux a été durablement brisée par le mensonge des ADM. L'Irak d'aujourd'hui est une nation libre, certes, mais profondément cicatrisée, instable et dépendante. Voici ce que les médias traditionnels oublient souvent de souligner. L'Irak a été le laboratoire mondial de la guerre externalisée. Ce n'était pas seulement un conflit d'État à État, c'était le début de l'ère où la souveraineté militaire est devenue un produit de consommation. En utilisant massivement des contractuels privés pour tout, de la maintenance des blindés à la protection des convois, l'administration a réussi à mener une guerre d'usure de 8 ans sans avoir à instaurer la conscription, ce qui aurait rendu le conflit politiquement insoutenable dès 2004. Plus grave encore, l'Irak a marqué la naissance de la guerre de l'information préemptive. On ne répondait plus à une menace, on la créait numériquement pour justifier une action physique. Cette méthode a créé un précédent dangereux, désormais utilisé par d'autres puissances pour justifier leurs propres invasions. L'Irak a transformé la vérité en une variable ajustable au service de la stratégie militaire. Si vous voulez comprendre comment d'autres révolutions ont forgé notre présent, abonnez-vous et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.